Ma Mission TV, le miroir du monde. Les éléments des forces armées et de la police nationale seront d'une part dotés des équipements et de moyens matériels appropriés. Notre pays a plusieurs défis à relever ce jour. Chacun de mes prédécesseurs a certainement fait ce qu'il pouvait. À notre tour d'agir en usant des armes administratives qui sacrifient l'intérêt public sur l'autel de l'impunité et des antivaleurs. Mettant à profit le temps qui s'est écoulé depuis ma nomination, j'ai eu à faire une plus large consultation des différentes forces vives de la nation, en ce compris les différentes caucus provinciaux des députés nationaux regroupés au-delà des clivages politiques en vue de requérir aussi bien leurs préoccupations que les différentes attentes de notre peuple. Il n'est pas concevable que les moyens soient plus concentrés aux seules villes et autres grands centres, favorisant ainsi l'exode rural, la densité démographique et la misère sociale en milieu urbain. Afférant au renforcement de l'autorité de l'État, à la promotion de l'État des droits et de la démocratie, il est de rappeler que l'article 1er de notre Constitution dispose clairement que notre pays est un État de droit et démocratique. Ma Mission TV, le miroir du monde. Nous, l'ambition de mon gouvernement est de se hisser à l'auteur de leurs attentes, afin de mériter sans cesse de leur conscience. Notre pays a plusieurs défis à relever ce jour. Chacun de mes prédécesseurs a certainement fait ce qu'il pouvait. À notre tour d'agir en usant des armes et atouts d'une meilleure gouvernance, excluant la mollesse administrative qui sacrifie l'intérêt public sur l'autel de l'impunité et des antivaleurs. Parlant de mes prédécesseurs, je voudrais rendre un hommage particulier à l'action du Premier ministre Bruno Tshibala Zézé pour avoir contribué de manière significative à la bonne tenue du processus électoral ayant permis aux institutions de la République de se doter de nouveaux administrateurs, de nouveaux animateurs. Mes hommages vont aussi à tous ceux qui ont exercé ces charges depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. J'ai cité Patrice Emery Lumumba, Joseph Iléo, Cyril Adoula, Moïse Tshombe, Évariste Kimba, le général Léonard Moulamba, Honoré Pinga Kasseta, André Boboli Kolokonga, Jean de Dieu Ngouza Karibond, Joseph Singa Oudjou, Léon Kengo Adondo, Évariste Marie Moulumba, Gilles Samba Pidabangi, Vincent de Paul Lunda Bouloulou, Crispin Moulumba Lukoji, Étienne Tshisekedi wa Moulumba, Bernardin Mungo Diaka, Faustin Biridois, le général Ikulia Bolongo, le patriarche Antoine Bizenga, Adolphe Mouzito, Augustin Matata Pogno et Sami Badibanga Tita. Honorables députés, le Congo, notre pays, a besoin d'actions cohérentes
et des résultats palpables à tous les niveaux et en toute matière. Il est en quête d'acteurs imprégnés de valeurs fortes qui sont à même de porter et de mettre en pratique par conviction. Le temps du bricolage et autres tactiques spurieuses est révolu. Le Congolais nous demande de la clarté dans nos projets, de la justice et de l'efficacité. Ils veulent la paix, surtout dans l'est du pays meurtri, de la sécurité dans nos villes comme dans nos campagnes, l'emploi pour tous, l'accès aux soins médicaux, à l'eau potable et à l'électricité, la scolarisation de leurs enfants. Cette liste de leurs aspirations n'est pas limitative. En somme, ils exigent de nos dirigeants moins de discours et plus d'actions concrètes. Ils exigent un développement économique réel du pays conduisant à l'amélioration de leur vécu quotidien. C'est dans cette optique, mettant à profit le temps qui s'est écoulé depuis ma nomination, j'ai eu à faire une plus large consultation des différentes forces vives de la nation, en ce compris les différents caucus provinciaux des députés nationaux regroupés au-delà des clivages politiques en vue de requérir aussi bien leurs préoccupations que les différentes attentes de notre peuple quant à la conduite de l'action gouvernementale. À l'issue de ces consultations, j'en suis arrivé à une conclusion qui est du reste ma vision, à savoir le redressement de la nation à partir de la base. En effet, dans le contexte d'un pays aussi vaste que le nôtre, le développement doit nécessairement partir de la base. Attendez, par là, nos villages, nos territoires auxquels il faudra accorder des moyens conséquents afin que ces entités redeviennent des véritables centres de production et d'animation sociale. Il n'est pas concevable que les moyens soient plus concentrés aux seules villes et autres grands centres, favorisant ainsi l'exode rural, la densité démographique et la misère sociale en milieu urbain. Voilà pourquoi, compte tenu de tout ce qui précède et sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et sur base du programme convenu entre le Fonds commun pour le Congo et le CAP pour le changement, mon gouvernement a l'ambition de faire de la République démocratique du Congo un chantier articulé autour des 15 piliers suivants. Premier pilier, pacification du pays et promotion de la réconciliation nationale, de la cohésion et de l'unité nationale. Deuxième pilier, renforcement de l'autorité de l'État, promotion de l'État des droits et de la démocratie. Troisième pilier, redynamisation de la diplomatie et réhabilitation de son image de marque. Quatrième pilier, lutte contre la corruption et les crises économiques. Cinquième pilier, amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles des entreprises publiques et des finances de l'État. Sixième pilier, amélioration du climat des affaires et promotion de l'entrepreneuriat et de la classe moyenne. Septième pilier, diversification de l'économie et création des conditions d'une croissance inclusive.
Huitième pilier, modernisation des infrastructures de base et aménagement du territoire. Neuvième pilier, promotion et développement des technologies de l'information et de la communication. Dixième pilier, lutte contre le changement climatique et création des conditions d'un développement durable. Onzième pilier, amélioration des conditions sociales avec comme principaux axes l'éducation comme clé du changement et principal ascenseur social, l'accès aux soins de santé pour tous, ainsi que l'assurance d'une couverture de santé universelle. Dixième pilier, développement du secteur de l'eau et de l'électricité. 13e pilier, lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale. 14e pilier, autonomisation de la femme et promotion de la jeunesse. Et enfin, 15e pilier, promotion de la culture, des arts, des sports et des centres de loisirs. Ces 15 piliers découlent de l'examen sans complaisance de la situation qui prévaut dans les principaux secteurs de la vie nationale. Leur réalisation va nécessiter la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions au plan politique, sécuritaire et de la défense, économique et financier, reconstruction et socio-culturelle. Certaines de ces actions constituent des exigences immédiates et d'autres relèvent de la nécessité de transformer de façon structurelle notre société ainsi que notre économie. Permettez-moi maintenant, honorables députés, de porter à l'attention de votre auguste assemblée ce que mon gouvernement attend faire à ce sujet. Sur le plan politique, défense et sécurité, le premier pilier est celui de la pacification du pays ainsi que la promotion de la réconciliation, de la cohésion et de l'unité nationale. Nul n'ignore que la force d'une nation repose avant tout sur la communion de cœur et d'esprit, la volonté de vivre ensemble qui constitue le socle dans lequel le cap vers l'émergence pour un Congo fort et prospère et sans lequel le cap vers l'émergence pour un Congo fort et prospère ne serait qu'un leurre. Depuis l'indépendance de notre pays jusqu'à ce jour, le thème de la réconciliation nationale et celui de la cohésion nationale continuent à marquer notre marche vers le développement. En effet, les Congolais se souviennent en 1960, d'abord dans le cadre de la table ronde de Leopoldville, et puis à la conférence de Tananarive à Madagascar, au conclave de l'Ovanium d'où sortira le gouvernement Adoula en août de la même année. Des années plus tard, les Congolais se sont retrouvés en vue de la réconciliation nationale dans plusieurs cadres, dont les plus importants et les plus significatifs sont la conférence nationale souveraine à Kinshasa en 1992, le dialogue intercongolais en Afrique du Sud en 2002, les concertations nationales en 2013, le dialogue politique de la Cité de l'Union africaine et le dialogue politique inclusif organisé sous l'égide de la CENCO à Kinshasa en 2016.
Ces diverses rencontres ont constitué des tentatives de sauvegarde des liens profonds qui nous unissent en tant qu'un peuple partageant le même destin et caressant le même espoir d'un avenir meilleur. La réconciliation, faut-il le rappeler, demeure aujourd'hui plus que jamais l'une des préoccupations majeures de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est pourquoi mon gouvernement ne ménagera aucun effort pour maintenir l'élan nécessaire dans la matérialisation de cette vision fondamentale. Dès lors, je lance du haut de cette auguste tribune un appel solennel à nous tous, Congolais, jeunes et vieux, hommes et femmes, ainsi qu'à toutes les forces vives de la nation, de nous unir, de dresser nos fronts longtemps courbés et chargés par le poids de nos divisions, de nos clivages politiques, de nos ressentiments de tout genre, pour nous tourner tous résolument vers l'avenir afin de mener ensemble le seul combat qui vaille la peine, celui visant à éradiquer la misère et la pauvreté de nos populations et à conduire notre pays vers l'émergence. C'est pour matérialiser cette vision que votre gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, projette les actions ci-après. L'organisation d'un forum national de réconciliation, la conclusion d'un pacte de paix avec les autorités coutumières représentant des ethnies et tribus de la RDC, le rapatriement des corps du feu président Mobutu Sese Seko et du feu Premier ministre Moïse Tshombe. S'agissant de la consolidation de la paix et de l'unité nationale, il est évident qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Voilà pourquoi la paix sera l'un des grands piliers du chantier gouvernemental. Des efforts ont été déployés pour maintenir la paix et la sécurité à l'intérieur de nos frontières et sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. Rien n'a été ménagé pour éviter la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité aux forces armées de la République démocratique du Congo pour leur bravoure allant jusqu'au sacrifice suprême pour que vive notre nation une et indivisible. Mes pensées vont particulièrement à l'endroit des veuves et orphelins de tous ces vaillants soldats tombés sur le champ de bataille en défendant la mère patrie. Beaucoup a été fait au chapitre de la consolidation de la paix et de l'unité nationale, mais la tâche demeure encore immense. Il revient à votre gouvernement de poursuivre avec plus de pugnacité les efforts en cours afin de venir à bout des poches d'insécurité. Cette situation concerne au premier chef la partie est de notre pays où nous assistons à la multiplicité des attaques terroristes
de toutes sortes. Celle-ci appelle le gouvernement à riposter vigoureusement et sans délai en renforçant le plan stratégique en vigueur tout en y associant les autres partenaires de bonne foi qui sont disposés à l'ordre public. À cet effet, les éléments des forces armées et de la police nationale seront d'une part dotés des équipements et de moyens matériels appropriés et d'autre part mis dans des conditions de vie décentes. Dans cette optique, des efforts seront poursuivis afin de réhabiliter les camps et les casernes et dans la mesure du possible, le gouvernement aménagera de nouvelles cités ou de nouveaux camps pour les militaires et les policiers. Il en sera de même pour les dispensaires et les formations médicales. Le programme ainsi amorcé sera mis en œuvre dans toutes les provinces et les entités territoriales décentralisées. Pour ce qui est du deuxième palier afférent au renforcement de l'autorité de l'État, à la promotion de l'État des droits et de la démocratie, il est de rappeler que l'article 1er de notre Constitution dispose clairement que notre pays est un État de droit et démocratique. L'article 150 établit le pouvoir judiciaire comme garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Votre gouvernement entend œuvrer pour qu'une justice équitable soit garantie à tous les citoyens où ils se trouvent. L'objectif étant de faire de la justice l'épine dorsale de notre gouvernance, facteur qui fera de la RDC un état de droit où tous les citoyens sont égaux devant la loi. Que constatons-nous aujourd'hui? Nous assistons à une justice au plus offrant. Les procès et les jugements se négocient aux enchères. La justice n'est plus administrée correctement dans les lieux consacrés, tout étant arrangé d'avance ailleurs. L'inspection des services judiciaires semble inopérante et complètement paralysée. Il est inacceptable, pour ne prendre qu'un exemple, que des criminels arrêtés aujourd'hui se retrouvent triomphalement le lendemain dans la rue, poursuivant paisiblement leurs œuvres criminelles au grand désarroi de nos populations. Je demeure persuadé qu'aucune lutte contre les antivaleurs que nous dénonçons tous n'est possible sans une justice libre, indépendante, qui soit véritablement à la hauteur des enjeux. Ne dit-on pas que seule la justice élève une nation? Ma conviction est qu'une justice boiteuse demeure l'un des facteurs majeurs du sous-développement. C'est pourquoi mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire et veillera à la bonne administration de la justice de manière à ce que soit véritablement celle-ci, la justice, soit véritablement le rempart des honnêtes gens. Le bouclier de la société contre les antivaleurs et autres comportements déviants, et pour que la primauté du droit
qui caractérise tout État démocratique demeure une réalité de la vie nationale. Le gouvernement entend ainsi mobiliser des moyens conséquents afin de permettre à nos cours et tribunaux d'assurer une administration efficiente de la justice, ce notamment sur le plan de la logistique, de l'infrastructure judiciaire et du traitement du personnel judiciaire. En même temps, il sera exigé du personnel judiciaire un comportement irresponsable, irréprochable dans l'accomplissement de sa mission. Les magistrats et auxiliaires de justice véreux subiront la rigueur de la loi et n'auront plus place dans notre appareil judiciaire. Une lutte sans merci sera engagée contre la corruption, la concussion, la facilitation de la délinquance fiscale, l'impunité, le déni de justice, la lenteur dans les procédures judiciaires. Il en sera de même en ce qui concerne les atteintes aux libertés fondamentales et aux droits de l'homme, dont le degré de protection demeure l'un des baromètres de l'état de droit. Nous inscrivons dans la vision du chef de l'État. Les services de renseignement seront humanisés et rendus davantage capables d'anticiper et de prévenir les événements aussi bien en matière sécuritaire que dans les autres domaines de la vie nationale. Dans le même élan, l'administration du territoire sera notamment modernisée et dépolitisée. Honorables députés, la consolidation de l'état de droit passe aussi par la consolidation de la démocratie. Celle-ci exige le respect des droits populaires à travers les élections, le fonctionnement de toutes les institutions démocratiques et celles d'appui à la démocratie, sans oublier le respect strict des séparations de pouvoir. Comme j'ai eu à le souligner plus haut, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo vient de connaître une alternance politique et démocratique au terme de l'élection présidentielle dont l'aboutissement a été l'investiture le 24 janvier 2019 du président élu, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Outre les élections des députés nationaux et provinciaux qui ont été couplées à celles du président de la République, le calendrier électoral élaboré par la Commission électorale nationale indépendante a prévu également les élections urbaines, communales et locales qui ne sont cependant pas encore organisées. Loin d'être une simple formalité, ces élections permettent de renforcer l'efficacité de notre administration et de favoriser le développement du pays en pourvoyant nos villes, nos communes, nos secteurs et nos chefferies de leurs animateurs. Fort de ce qui précède, votre gouvernement s'engage
a accompagné la Commission électorale nationale indépendante à parachever le processus par l'organisation des dites élections. Aussi, suis-je d'avis que la consolidation de l'état de droit ne peut être véritablement réussie sans une implication pleine et entière du pouvoir législatif que vous incarnez, ceci aussi bien dans le domaine des lois à adopter ou à réformer qu'à celui du contrôle parlementaire. Votre gouvernement veillera à mettre à la disposition de votre Chambre tous les moyens nécessaires entrant dans le cadre de ce droit afin de lui permettre d'accomplir sa mission avec objectivité et abnégation. Parce que nous parlons de l'état de droit et démocratie, je voudrais évoquer l'importance que doit jouer la presse à ce sujet. Outre sa fonction principale d'informer, la presse est appelée, à la suite de ses observations critiques et objectives, non seulement à accompagner la marche de notre jeune démocratie, mais aussi et surtout à servir de phare à notre société. Pour ce faire, mon gouvernement envisage notamment les actions ci-après. Garantir la liberté de la presse conformément à la Constitution. Revisiter la loi sur la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission. Rendre l'accès à tous aux médias publics et privés. Honorables députés, vous conviendrez avec moi que le renforcement de l'autorité de l'État implique pour nous l'obligation également de doter notre pays d'une administration publique efficace, tournée vers le développement et digne d'un État moderne. Pendant longtemps, notre pays a souffert d'une administration publique inefficiente, aux structures organiques peu rationnelles. Par ailleurs, il y a lieu de reconnaître que ce même pays est resté sous-administré au regard de sa grande étendue géographique. Pour y remédier, la Constitution a consacré la décentralisation comme mode de gestion susceptible de contribuer au développement et à la promotion de la démocratie locale. Cependant, la mise en œuvre de cette décentralisation a encore un long chemin à parcourir. Elle exige une réelle volonté politique dans l'application des textes qui la régissent, ainsi qu'une analyse économique et budgétaire approfondie de leur implication. Il ressort des états des lieux qui m'ont été adressés aussi bien par les gouverneurs de province que par les présidents des assemblées provinciales que la viabilité de la décentralisation est compromise, notamment par la faiblesse criante de l'activité dans la plupart de ces entités et aussi par la modicité de ressources financières leur rétrocédées par le gouvernement central. Ceci explique non seulement les difficultés des provinces de prendre correctement en charge les fonctionnements de leurs institutions politiques, mais aussi l'existence dans certaines d'elles d'un important encours de la dette publique auprès du système bancaire. Qui plus est,
les bâtiments de souveraineté font défaut, surtout dans les nouvelles provinces issues du processus de démembrement. À ces préoccupations d'ordre financier et matériel s'ajoutent, selon les témoignages écrits des divers caucus des élus du peuple, l'impraticabilité d'un bon nombre de routes d'intérêt national, provincial et même des dessertes agricoles, consacrant ainsi le quasi-enclavement économique de la plupart de nos provinces. Face aux problèmes précités, votre gouvernement s'engage à améliorer le niveau de fonds effectivement rétrocédés aux provinces et à souvenir aux dépenses d'investissement pour la réhabilitation des infrastructures routières et la construction de bâtiments administratifs et résidentiels en province. Honorables députés, s'agissant du troisième pilier du programme gouvernemental, celui relatif à la redynamisation de notre diplomatie et à la réhabilitation de son image de marque, la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du chef de l'État, affiche son ambition à récupérer la place qui lui revient dans le concert des nations. Cette ambition passe, entre autres, comme vous le savez déjà, par le réchauffement de nos relations avec nos partenaires traditionnels, mais aussi par la consolidation des relations, des liens avec de nouveaux partenaires. Un État n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts, dit-on. Nous disons cependant que la République démocratique du Congo doit avoir et les amis et les intérêts. Elle compte ainsi maintenir sa vocation de toujours être un pays d'ouverture qui tend la main à tout le monde. Notre politique internationale doit rendre à notre pays son statut de puissance continentale, dont la voix doit être respectée dans le monde. La RDC devra ainsi jouer son rôle moteur dans la coopération et l'intégration régionale. Coopération gagnant-gagnant, défense écologique congolaise, politique de bon voisinage, esprit de conquête des marchés, offre touristique, autant de concepts qui vont accompagner notre diplomatie de développement. Ainsi, le gouvernement va-t-il, dans les jours qui suivent, examiner un programme de réorganisation de nos représentations diplomatiques à travers le monde en vue, d'une part, de rajeunir le rang de nos diplomates et d'autre part, de rendre à nos ambassades et à notre personnel diplomatique un peu plus de dignité. Sur le plan de l'économie et des finances, le quatrième pilier du programme gouvernemental tel que cité plus haut se rapporte à la lutte contre la corruption et les crimes économiques. Honorables députés, vous conviendrez avec moi qu'il est inconcevable que la République démocratique du Congo, dotée d'un aussi important potentiel économique et fiscal, ne puisse disposer que d'un budget annuel dont la moyenne en ressources propres ne dépasse que les 5 milliards de dollars américains.
conviction la plus profonde est que la modicité de nos ressources publiques est le fait, entre autres, de l'inefficacité de notre dispositif de lutte contre la fraude et la corruption, résultat d'un système désuet et non informatisé, ainsi que de l'absence d'une culture fiscale. Voilà pourquoi votre gouvernement entend mettre sur pied une politique innovante en la matière afin de mettre un terme à cette faiblesse. S'agissant singulièrement des insuffisances du dispositif de lutte contre la corruption, il nous incombe urgemment de surmonter deux obstacles. D'une part, la difficulté de preuve quant à la matérialité de l'acte même de corruption et des infractions voisines. D'autre part, l'improbité de certains fonctionnaires et autres magistrats qui se nourrissent eux-mêmes du système de corruption dans ce domaine. Dans leur forme actuelle, tant le code pénal congolais que les législations pénales particulières sont privées de toute force pour venir à bout du phénomène de corruption. D'où votre gouvernement envisage d'innover en la matière, notamment avec les mesures ci-après. Renforcer en amont les mécanismes de vérification, de contrôle et de surveillance dans les secteurs enclins à la corruption avec le concours accru de l'Inspection générale des finances et de la Cour des comptes. Intercepter en aval les manifestations de la corruption dans les secteurs facilement identifiables ou déjà identifiés. Créer une juridiction spécialisée dans la lutte contre la corruption, la fraude fiscale, le blanchiment des capitaux ainsi que le détournement des deniers publics. En ce qui concerne particulièrement l'évasion fiscale et la fraude fiscale, nous devons permettre à notre système fiscal de faire un pas vers la modernité, notamment en dématérialisant les différentes transactions fiscales. L'objectif étant d'améliorer la mobilisation des recettes de l'État, notamment celles provenant de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Le cinquième pilier du programme gouvernemental concerne l'amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances de l'État. Il est inconcevable, représente 64% de sa richesse totale, puisse figurer parmi les pays les plus pauvres du monde en termes de BIP et de richesse par habitant. Le secteur extractif en particulier n'a pas encore donné la mesure de tout son potentiel. En attendant que l'inventaire des ressources minières et pétrolières soit mis à jour, notre pays doit éviter de succomber à la malédiction des ressources naturelles qui consisterait à dilapider les revenus générés par les dites ressources au détriment des véritables dépenses de développement. Aussi, nous avons besoin, autant
nous avons besoin de nos ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables, autant nous devons les exploiter de manière plus responsable, c'est-à-dire en veillant aux intérêts des générations futures et à la protection de l'environnement. Par ailleurs, le code minier prescrit aux exploitants miniers de constituer une dotation de 0,3% du chiffre d'affaires pour la contribution au projet de développement communautaire. À mettre en place les mesures d'application de toutes ces dispositions afin de permettre à notre pays et à nos populations de tirer davantage profit de l'exploitation de nos ressources minières. Dans ce même ordre d'idées, le gouvernement réfléchira à la mise en place de modalités concrètes destinées à renforcer la capacité de résilience de notre économie face au retournement de la conjoncture internationale. Ma Mission TV, le miroir du monde.